humaniste, en tant que religieux, qu'est-ce que la révolution syrienne a, dès le début, fait en vous? Est-ce que vous pensiez que cette révolution, après le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, allait toucher la Syrie, vu la situation qu'on connaît depuis les années 70, vu le régime qui ne se contente pas seulement de la répression symbolique, mais qui est assez présent physiquement, et on connaît tous les épisodes de la violence que le peuple syrien avec eux. Est-ce que vous avez pensé que la révolution allait arriver en Syrie? Est-ce que vous pensiez que la détermination du peuple syrien va être assez impressionnante et que la répression du régime serait si violente et barbare comme elle l'a été? Oui, ça va? On attend partout, là-bas, comme ça, on attend. C'est bien? Non. Alors je prends l'eau. C'est mieux? Il y a quelques jours, pendant le voyage du pape au Liban, le journaliste, j'ai oublié le nom, de la Jazeera, voulait que je dise qu'il n'y a aucun problème en Syrie pour les minorités et que tout est parfait. La révolution est en train de restituer justice à tous et qu'il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai essayé de faire mon discours tout un peu plus complexe que cela, quoi. Elle revenira, ne répondait pas à ma question, à la fin ils m'ont coupé. Et moi j'ai écrit un petit message en disant jamais j'étais parmi les machaïrs, donc les chefs musulmans, ou les khawar, les prêtres chrétiens, utilisés par le régime. Et je ne commencerai pas maintenant, et je ne serai pas parmi eux dans le futur de la Syrie. Comme ça, c'est clair. Parfait. Ce dimanche de janvier, quand Ben Ali est parti de Tunisie, ça avait un goût de Pâques. C'était froid, l'hiver chez nous à 1300 mètres. Il n'y avait pas les odeurs de Pâques, mais il y avait le parfum de Pâques, une résurrection pour le peuple arabe. D'ailleurs, je ne fais que me tromper. Chaque fois que je veux dire révolution, ça sent résurrection. Alors, est-ce qu'on s'attendait à ça? Mais c'est beaucoup plus que ça. On a travaillé à ça. Nous avons tous, chacun à sa façon. Je me rappelle, Hala, où est-elle, Hala? Nous avons travaillé dans le cinéma, nous avons travaillé dans la culture, nous avons travaillé dans le dialogue islamo-chrétien, nous avons travaillé dans la lutte à la désertification, nous avons essayé de travailler sur la société civile. On a tout essayé pour voir, de convaincre le régime que le temps était venu de changer. Quand vous êtes un mafiosi, vous aimez que votre enfant devienne un docteur, qu'il oublie ses origines mafieuses, qu'il devienne une personne comme les autres, que votre fils se marie avec des enfants normaux. Ils devaient penser pour la génération enrichie de leurs enfants que c'était beaucoup mieux d'accéder à une vie honorable. Ils avaient ramassé suffisamment d'argent et ils pouvaient vivre de rente pour des générations à l'étranger. Ou à l'intérieur du pays, si nous le situons, reste communément quelque chose de notoire. Mais ça a été systématique, vous voyez. Il y a eu un moment en 2005, on nous a interdit d'utiliser le mot société civile. Parce que c'était un mot utilisé par l'Occident pour pénétrer parmi les fils de la résistance antisioniste et anti-occidentale du régime, qui était tellement clair qu'il était prêt à tous les marchandages pourvu qu'il garde son pouvoir. Donc il y a un moment, je dirais 2005 certainement, ça a été la dernière étape, après laquelle on a vu que on avait dit, mais trouvons une solution à la chilienne.
comme Pinochet a quitté sans faire un bain de sang, ou à la polonaise, comme M. Januszewski a quitté sans un bain de sang, au point qu'à la fin il a participé sur la place des Saint-Pierre à la béatification de son grand ennemi, Jean-Paul II, qui lui avait cassé toute la structure de pouvoir. Mais rien n'est fait. C'est comme s'il y avait je propose, là il y a beaucoup de monde, je propose la fondation d'un centre international de pathologie politique. Il doit y avoir quelque chose de ce genre. Il y avait eu une déprime où on sentait que peut-être Bachar al-Assad voulait quitter le pouvoir. Et j'avais eu quelques échos qui avaient quelque chose de ça. Mais après, la structure vraiment mafieuse, la structure familiale stricte du pouvoir, l'a tenue et l'a obligé à être, entre guillemets, cohérent avec cette logique suicidaire. En janvier, la révolution égyptienne était en cours, elle allait s'achever, heureusement pour les peuples égyptiens, très rapidement par rapport à nous, honneur aux martyrs de la révolution égyptienne, des Tunisiens. Mais qu'est-ce que c'est? Rien par rapport au désastre. Et s'il était là, il vous le dirait, Élie Chevalier, l'ambassadeur, est venu chez moi et nous avons partagé des idées. J'ai dit, Eric, moi je m'entends encore dire ça comme si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça. Il faut 200 000 morts et la vision du pays. Chacun de ces gens-là sont prêts à tuer 5 000 personnes de leur propre main. Parce que la crainte, la manipulation idéologique du régime, le long de 3 générations, a été telle qu'ils sont complètement dans une boule idéologique et paranoïaque qui fait que ça fait une structure de peur qui provoque un sadisme sans limite. Et c'est ce qui s'est passé. Nos jeunes, on les a tout de suite attrapés, torturés sans merci, détruits, poursuivis. Le mensonge s'est tout de suite érigé à système. On nous dit, mais comment la Syrie était en paix, la Syrie était en harmonie? Bien sûr, on passe au tourisme. Est-ce qu'au tourisme, on vous a montré le sous-sol? On vous a montré les champs de torture? On vous a montré les gens pour des décennies dans les prisons de M. Assad? La guerre dure en Syrie depuis 40 ans. La guerre civile est là depuis 40 ans. Elle est apparue au grand jour. Nous avons essayé de tous nos moyens pour en sortir d'une façon pacifique, sans le bain de sang. Mais le bain de sang était déjà là. Il fallait l'interrompre. Et cela était impossible. Donc, les jeunes obligés à tirer sur leurs compagnons, les jeunes soldats obligés à faire la guerre à leur propre société, ils ont dit non, ils ont fait défection. Et c'est là que le noyau de l'armée syrienne libre est. Juste en juin 2011, je me suis appelé, je fais un peu d'historique de comment ma perception des choses. Je me suis appelé à la diplomatie du Vatican et à d'autres partenaires en disant, mais faites quelque chose. La guerre civile est déjà là. Alors il y avait une grosse discussion dans la révolution. Est-ce que c'est une révolution ou c'est une guerre civile? C'est une révolution. Mais la réaction du régime a pu créer une guerre civile. Et donc il y a une guerre civile, c'est un fait.
Et je dis, mais dépêchez-vous, vous allez perdre, par exemple, du point de vue chrétien, il y a parmi nous des chrétiens, du point de vue chrétien, ça va être pire que l'Irak. S'il manque de sécurité, les gens des familles veulent aller là. Ils sentent que ce n'est pas leur guerre, ce n'est pas leur cause, c'est une minorité. Ou bien les choses vont plus ou moins bien, ou bien on part. Déjà, on a des parents partout dans le monde. On achève quelque chose qui est déjà commencé. Et la moitié des chrétiens syriens sont déjà dehors. En plus de ceux qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Donc la guerre civile était déjà en route depuis juin 2011. Mais jusqu'en septembre 2011, quand nous avons fait à Barbarossa un jeûne pour la réconciliation, et sous le mot réconciliation, aujourd'hui en Syrie, on dit beaucoup de choses contradictoires, donc il faut y aller petit à petit. Nous disions que c'était possible vaincre la révolution, disons que la révolution réussisse, dans ce sens, réussir la révolution, sans violence, mais que pour cela, face à la féroce du régime, il fallait une réponse de la communauté internationale non violente, mais cohérente. Non violente, on avait demandé 50 000 acteurs de la société civile globale, désarmés, qui viennent étouffer, éteindre la guerre civile par leur présence, qui offrent aux Syriens leur droit d'expression et d'opinion, et que... Mais le monde s'est divisé. On fait en Syrie la guerre au nucléaire iranien, et on fait en Syrie la guerre aux intérêts géostratégiques de la Russie, et on satisfait en Syrie le désir, pardon, je dis tel que je le vois, d'Israël, de voir des ennemis s'entretuer, et donc c'est l'idée d'un autre. Et c'est là notre malédiction. Du coup, tout le monde attend de voir. Et nous nous sommes enfoncés dans une vraie guerre. Maintenant, il faudra voir comment s'en sortir. Mais je veux renoncer avec toi. Tu sais le même. Oui. Dans ce sens-là, donc, si vous considérez que cette révolution-là, qui cherchait, comme les autres révolutions arabes, un changement politique, une dignité, une liberté, qui sont les droits de tous les peuples du monde, s'est transformée en un conflit, ou bien la violence de la répression du régime l'a transformée aujourd'hui en un conflit armé qui prend des allures parfois de confrontation civile vu les divisions dans le pays. D'ailleurs, c'est l'histoire de toutes les révolutions dans le monde. Il n'y a pas une seule révolution quand elle est contre un régime, même s'il a une petite base sociale. Il peut y avoir des allures de guerre civile, même si nous sommes toujours dans une configuration révolutionnaire. Mais pourquoi vous pensez qu'au niveau des réactions de la communauté internationale, et même de la communauté arabe, pourquoi il y a eu tellement d'hésitation? Pourquoi le cas syrien, dès qu'il a été évoqué, et contrairement à l'enthousiasme que la Tunisie et l'Égypte ont suscité chez beaucoup de gens, pourquoi dès qu'on est arrivé en Syrie, on a commencé à évoquer les théories du complot, la crainte des minorités, le fait que la chute du despotisme va créer le chaos qui va mettre toute la région en feu? Pourquoi ces hésitations face à ce qui se passe en Syrie? Et d'ailleurs, aujourd'hui, 18 mois après, avec 30 000 morts... Quel est ton avis, quoi? Dis-moi. Non, mais je veux savoir le tien. Mais je pense que tout le monde est beaucoup plus intéressé à ton avis. Parce que j'ai découvert une chose. J'ai vu 5 ministres des Affaires étrangères. Le Canadien, l'Italien, le Français, le Turc, et les autres placés de tout genre. J'ai découvert qu'ils ne comprennent pas plus que vous. Ils ne font pas, ils cachent rien, simplement ils y comprennent peu. Les grands diplomates à Washington, les spécialisés à New York, au palais de l'ONU, ils sont tous dans le même embarras que vous, donc tu ne demanderas pas à moi de donner la recette finale pour
comprendre ce qui se passe. Mais on peut dire que, je me rappelle bien, quand les élections tunisiennes ont donné le pouvoir à un parti islamiste, je me suis dit, c'est parti en Syrie, il faudra 6 mois de plus. Quand les islamistes ont vaincu les élections en Égypte, je dis, ah, voilà, encore, pour nous, c'est encore plus long. Quand en Libye, les choses sont allées mal, quoi, dans un sens, je dis, voilà, c'est raté pour nous. Et quand au Yémen, les choses se sont beaucoup compliquées. Hein, la situation du Yémen n'est pas complètement différente de cette syrienne. On aurait pu aller dans cette direction. Et donc, la Syrie paye un peu les difficultés de tous les autres. En plus, les armées occidentales sont battues en Afghanistan. Tout le monde le sait, peu le disent, les gens aussi franchement que moi. Mais l'Occident a perdu la guerre d'Afghanistan. Il faudra restituer le pouvoir aux talibans. C'est pas amusant, après des milliers de morts. La guerre d'Irak a été un grand succès pour l'Iran et un désastre pour les Occidentaux. Et donc on peut bien comprendre que nous n'avons pas envie de se mouiller en Syrie, c'est évident. Devenir seulement du ciel, comme on le dit, c'est impossible. Devenir par terre, personne n'a envie, et c'est notre tragédie nationale. Il y a un autre élément, c'est une capacité de l'État syrien, de l'État, du pouvoir, du régime. Parce que l'État syrien, c'était équivoque comme expression. En Syrie, vous avez un État théâtre, une scène de l'État, hein, où il n'y a aucune décision qui est prise. Toutes les décisions sont prises derrière comment on dit au théâtre, dans les coulisses, quoi, hein, dans les coulisses de la sécurité. Il n'y a pas un acte d'État qui ne doit pas être confirmé, inspiré par une décision de la sécurité. Et la sécurité, elle n'est pas en elle-même un pouvoir, elle dépend de la coupole familiale. Et ça, c'est la structure. Faut pas que je dise aux diplomates occidentaux, mais n'envoyez pas vos ministres, envoyez vos chefs de sécurité faire la diplomatie. Ces gens-là, ils comprendront. Le mensonge d'État, le mensonge du régime, fait partie intégrale de l'éthos, de l'attitude, hein, du pouvoir syrien. Depuis toujours, une duplicité entière, on va se dire. Et donc, cette capacité s'est révélée, par exemple, par la manipulation de l'information occidentale. Quelqu'un d'entre vous a entendu parler de réseau Voltaire, il y avait un article intéressant sur cette question de la manipulation syrienne, du pouvoir syrien, de l'opinion occidentale. Et de façon efficace et tragique, la perte du journaliste Jacquet à Homs est dans le cadre de cette forme de manipulation de l'information de la part du régime. Les déclarations, les conférences, les discussions, les visites, etc. de Sœur Agnès de Clara sont dans une assumption de responsabilité de la part de quelques ecclésiastiques et des leaders musulmans aussi, de donner le cachet, le pouvoir, l'autorité de la voie religieuse à la mensonge de l'État syrien qui nie la révolution. Le négationnisme
disons, qu'il est poursuivi consciemment par l'État syrien par rapport à la révolution niée est réduite à un fait de sécurité, lutte au terrorisme. Voilà. Il n'y a pas de révolution, il y a que le terrorisme. Ils sont très cohérents. C'est pour cela qu'il y a quelques jours, ils ont déclaré officiellement que le père Paolo était un agent du terrorisme international et le père Paolo est dans le Caïd et il est payé par la mouvance Caïd. Puisqu'il est avec nos ennemis et que le théorème, c'est qu'il n'y a qu'une complicité stricte entre sionistes, américains, français, qataris, Arabie Saoudite, Turcs et terrorisme musulman, donc ils sont tous avec le terrorisme musulman. Pathologie d'esprit. On invente un mythe et on le croit. Parce que ça correspond à une haine. Peut-être qu'il faut que vous enlevez le moustache pour avoir le look salafiste djihadiste. Ah ben, je suis en train d'y penser. D'accord. Ce commentaire, en fait, sur ce mariage incroyable entre l'extrême gauche et l'extrême droite dans la négation de la révolution syrienne, dans l'explication de ce qui se passe d'une manière assez simple, d'oublier qu'il y a des millions de Syriens dans la rue, de considérer que tout ce qui se passe, c'est juste des frontières, du pétrole, de la manipulation de certains États du Golfe, des États-Unis, ont fait qu'une partie de l'extrême gauche, comme beaucoup de l'extrême droite, soutiennent directement ou indirectement le régime syrien. Mais certains, Père Paolo, parlent souvent de la peur des minorités, parlent du fait qu'ils sont surtout inquiets pour les chrétiens syriens qui sont effrayés par les islamistes. Maintenant, on parle de plus en plus dans certains médias de djihadistes qui arrivent et que les chrétiens en Syrie sont aujourd'hui menacés, comme si donc le despotisme est leur garantie pour rester dans le pays. Qu'en pensez-vous de ce discours et qu'en pensez-vous en fait de cette question sur les chrétiens de la Syrie? Aujourd'hui, j'ai reçu des emails de Rabelais. Le nom n'est pas encore sûr. Il y aurait 280 chrétiens kidnappés par des groupes extrémistes. Il y aurait 280 chrétiens de Rabelais kidnappés par des groupes extrémistes. Rabelais, c'est à côté de la France, sur la frontière libanaise. Il faudra voir qui a fait ça. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'est un fait que massivement les chrétiens syriens sont restés liés au régime. Dans la révolution syrienne, il y a des chrétiens, des alaouites, des chiites, des communistes, des athées, des sécularisés, des laïcistes, des musulmans soufis, des musulmans frères musulmans, il y a des musulmans salafites, il y a des musulmans sunnites de tout genre. Donc la révolution est une couleur, mais la répression et la base sociale du régime est caractérisée aussi par une différenciation assez vaste, mais par une espèce de solidarité entre minorités, une espèce de syndicat de minorité, qui pose une vraie question sur le futur de la Syrie, pose une vraie question constitutionnelle. Quand mes amis de la révolution syrienne en partie disent « Mais non, ça suffit de revenir à la constitution des années 50,
c'était les paradis, etc. Mais c'était les paradis à ton point de vue. Il y a 40 ans, il y a eu la guerre libanaise, tellement caractérisée du point de vue communautaire. Il y a eu presque l'éclatement de l'Irak. Il y a eu la dérive identitaire de l'Iran. C'était là. Il y a la victoire des frères musulmans dans quelques pays arabes. Une idée simple de la révolution syrienne prolonge notre souffrance de plusieurs mois et peut-être même des années et peut produire une division stable de la Syrie. Aujourd'hui, il y a nos frères kurdes travaillent à utiliser le moment pour prendre un morceau de la Syrie et par nos concitoyens alaouites, il y en a qui pensent que la seule solution, c'est diviser la Syrie, faire une espèce de Kosovo. D'ailleurs, la Russie serait contente de prendre une revanche par rapport au Kosovo et s'est venger aussi du push en Libye. Donc, il y a du gaz offshore. Donc, il y aurait 3 pays, Israël, Liban et Syrie de la côte séparés. C'est pas irréaliste. L'Iran, une fois qu'il se rend compte qu'il ne peut pas garder toute la Syrie, il sera content de prendre un morceau. Donc, il faut avoir une attitude proactive, critique. Il faut être à l'attaque pour convaincre nos amis alaouites sur la montagne de se rebeller, de se révolter contre Assad, de prendre la montagne, de déclarer l'allégeance à la révolution et de demander à tous les partenaires ensemble enfin de venir avec les forces de l'ONU aider les Syriens à créer un pays nouveau où l'unité du pays naît de la volonté des citoyens et pas de l'idéologie basse. Et ça demande une attitude proactive. On est en train d'étudier à Bruxelles l'hypothèse de faire un bureau constitution et réconciliation, parce qu'il ne faut pas attendre le day after. C'est ridicule, il n'y a pas de day after. C'est day after le disaster, il n'y a rien à discuter. On est déjà en retard de plus d'1 an. Toutes ces choses-là, elles étaient à faire au début. Mais je voulais pas y arriver. Donc, maintenant, à nouveau, il faut poser cette question. Moi, je remercie infiniment les jeunes qui m'ont invité, qui sont dans une attitude fédérative. Ils veulent refuser l'idée de ces sectarismes dans l'arc-en-ciel de l'opposition syrienne. Chaque fois que je discute avec un Syrien qui représente un parti, un programme, un agenda, je dis, avant d'entendre la spécificité de ton parti, je veux entendre l'inclusivité de ton parti. Avant de savoir qu'est-ce que tu as de spécifique à offrir à ton pays, je veux connaître comment tu veux fédérer les Syriens, comment tu veux les unir. Je veux t'entendre sur ta vision par rapport à la tolérance entre nous, à l'union entre nous, à l'unité entre nous. Une dernière question avant de passer la main aux amis dans la salle. Finalement, comment vous voyez les choses et quelle sorte de transition, si on peut encore parler de transition, vous voyez, vous avez parlé de réconciliation et vous avez dit qu'il faut faire attention à ce terme. Que vouliez-vous dire par cela et quel scénario vous souhaitez ou vous espérez voir? C'est une question délicate. Je demande aux journalistes surtout d'essayer d'être précis là-dessus. C'est un scandale qu'un prêtre catholique demande d'armer une révolution. Et moi, j'assume ces scandales. Mais cela ne va pas de soi, ni sans une souffrance inouïe.
je reste avec un projet non violent parce que je crois que la non-violence est la solution pour aujourd'hui et demain par rapport à toute conflictualité dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui aurait la possibilité de soigner toutes ces blessures par la non-violence. Mais les marchands d'armes ont une autre agenda. Donc la nécessité des armes pour se défendre devient un dogme. Mais dans la situation actuelle, après cet manque, cet exercice d'irresponsabilité de la société internationale, la paralyse de la responsabilité internationale après 3 vétos de la Russie au Conseil de sécurité, le martyre d'un peuple entier, pas seulement les morts, mais les torturés, c'est pire d'être mort. Cela demande une prise de position. Les Syriens sont en train de continuer leur révolution et ils en payent tous les prix avec nos jeunes. Je ne crois pas qu'on peut faire des leçons de non-violence quand nos pays européens, occidentaux, ailleurs, ils sont tous protégés par des armes hyper technologiques. Tu n'as pas le droit de faire la leçon de la non-violence quand tu es prêt à utiliser tes armes pour tes propres intérêts. Si nous déclarons qu'un peuple a le droit de se défendre, nous déclarons aussi qu'il y a un devoir d'assistance au peuple en train de se défendre. Cela est à faire avec sagesse, limitation dans le temps, limitation dans l'espace, limitation dans l'envolvement, l'engagement des jeunes là-dedans. Et je demande aux Syriens qui sont dans une attitude de non-violence de le rester. Parce que nous avons besoin de beaucoup plus de Syriens non-violents qu'il y en a assez qui ont pris les armes. C'est les non-violents qui sont nécessaires. Mais quand même, qu'est-ce que vous voulez faire devant un régime qui a bien compris que la ligne rouge est sous le chimique et que tout le reste est permis? Au point qu'on se demande vraiment, on ne peut pas intervenir. On ne va pas faire une guerre mondiale nucléaire parce que M. Assad utilise le chimique sur son propre peuple. L'excuse est toujours là, prête. Saddam a pu utiliser le chimique sur son propre peuple et l'Occident le savait et il est resté mouillé. Donc ça va venir. Si de cette salle, ce soir, il n'y a pas une prise de position citoyenne, radicale pour la défense du peuple syrien, au nom de la non-violence et de la réconciliation, nous aurons des forces communes immenses pour recevoir les victimes de l'usage des armes chimiques de la part de Bourros Assad contre son propre peuple. J'assume donc la responsabilité de dire que ce devoir d'assistance d'un peuple en détresse, en danger, plus qu'en danger, en drame, en acte, que de lui donner les moyens de se défendre, et que cela doit être fait avec la sagesse qu'il faut pour que les armes ne tombent pas dans les mains des plus extrémistes, qui ont une autre genre par rapport à la démocratie syrienne. Nous savons qu'il y a des extrémistes à bord. Il y a des clandestins extrémistes à bord du bateau de la Révolution. C'est les mêmes extrémistes que M. Bachar el-Assad a envoyés en Irak. C'est les mêmes extrémistes que les Assad ont utilisés au Liban. Et qui sont la manipulation vous êtes tous des gens bien, c'est difficile pour vous de comprendre ça. Il y a un marécage où les mafias, les services secrets et les extrémistes religieux sont entreliés
crime. Donc ils sont là et ils prennent nos jeunes dans une hystérie de violence. Donc il faut bien savoir choisir ce partenaire et pas tout donner la capacité à ceux qui pourraient être des partenaires, comme il faut, la future armée d'une Syrie libre, démocrate et pluraliste, civile. Et alors, maintenant et par la suite, il faudra s'occuper de récupérer nos jeunes, nos enfants tombés dans l'usage extrémiste de la violence. Il faudra, si on me demande, j'irai voir vraiment si c'est possible de faire une médiation pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ces 200 personnes. C'est une vraie tragédie pour la révolution, vous comprenez ça? Parce que ça va convaincre tout le monde qu'il n'y a plus de révolution, il n'y a que de la violence sur terre. Mais la responsabilité est à tous ceux qui se sont cachés derrière leurs doigts pour nier la révolution syrienne. Et ils ont fait tout l'espace à l'extrémisme. Mais c'est un très mauvais calcul là, parce qu'afghaniser l'Asie depuis le Pakistan jusqu'à la Palestine, c'est un mauvais calcul. Merci Aruna. Et je pense qu'on... Oui. Regrouper 5 questions comme ça. D'accord. Alors, des questions. Je vous promets de répondre très vite avec une seule phrase par question, mais une seule question, s'il vous plaît, à la fois. Comment ça fait un poulet d'idée la vidéo. Oui, bonsoir mon père. Je suis ravi d'avoir juste pendant que vous avez cité. Il faut le mettre comme ça. D'accord. Bon, Comme ça. Le mettre parallèle à votre projet. Non, dans le sens. Je monte comme ça. Comme si vous allez le manger. Voilà. Il faut mettre horizontal. Là, je vais me mâcher, pas de problème. Ok, bonsoir mon père. D'abord, je suis ravi que vous avez cité les chrétiens qui sont de Dieu sans là. Je comprends rien. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Prenez ça comme ça. Comme les chanteurs. Comme ça. Moi, je ne sais pas le chanteur. Comme ça. Ah. Ça, c'est... Comme ça. Bon. Là, comme ça. Tiens, lui. Bien, je suis ravi d'abord que vous aviez cité D'accord. Je suis ravi d'abord que vous avez cité les chrétiens qui sont kidnappés aujourd'hui à côté de Homs, mais je n'ai pas entendu votre commentaire à ce sujet. J'aurais aimé entendre votre commentaire à ce sujet. Et puis, personnellement, je donne mon avis. Je vous respecte bien sûr, mon père, et je respecte tout le monde. Je respecte l'avis de tout le monde et votre avis, bien sûr. Mais je me sens un peu choqué, moi, personnellement, que vous êtes catholique et quand on sait que l'Église catholique est éloignée de la politique, je ne trouve pas le mot, est éloignée de la politique depuis plusieurs centaines d'années. Or, aujourd'hui, on n'a pas entendu que la politique, on n'a pas entendu de la religion. D'accord. Je voudrais savoir quelle est votre position envers la déclaration du chef Qaradawi quand il a déclaré au début de l'année, et là je cite, que c'est un péché de serrer la main à un chrétien. Et je voudrais savoir votre position envers... Votre position envers la destruction de l'Église dans la ville de Alep. Je pense que vous avez... Et puis la déclaration du mufti d'Arabie Saoudite qui a demandé de détruire les églises au Proche-Orient. Bon.
Là, oui, il n'est pas syrien et il n'est pas un de nos guides spirituels. Il est certainement un chef important. Je crois qu'on a besoin de bien discuter avec lui. Le problème, ce n'est pas de donner la main à quelqu'un ou pas. Si quelqu'un a un problème rituel qui l'oblige à ne pas donner la main à quelqu'un avant la prière, c'est ce qu'on fait. Je ne veux pas obliger tout le monde à me donner la main quand je veux. Il faut voir quand on a envie de nous donner la main l'un l'autre. Le problème, c'est de se respecter profondément en décidant de vivre dans une société commune. Donc, je voulais bien rencontrer M. Canada. J'ai demandé à Al Jazeera de créer des occasions pour ces rencontres. Voyez, le désastre de notre communauté chrétienne, c'est que nos chrétiens sont restés collés à la télévision à entendre les prêches de la haine, de l'Uqtas Zakaria, du canal Al-Hayat, et qui était le père spirituel de cet imbécile américain qui a fait le film contre le prophète. C'est cet enseignement de la haine qui est en train de nous chasser de l'Orient. C'est le fait que nous n'avons plus une réponse théologique sur notre désir d'être avec l'autre. Nous n'avons pas une réponse catéchétique. Vous voulez entendre un discours religieux, le voilà. Nous n'avons pas une réponse spirituelle sur la valeur d'être ensemble, de vouloir vivre en chrétien, en milieu musulman, parce que nous avons besoin de les aimer, de les considérer, de les respecter. Et alors c'est là que vous découvrez un voisin musulman tout à fait aimable. Mais essayez. J'essaie de me positionner à la place d'une personne de la minorité. Je prends l'exemple d'un chrétien en Syrie qui aspire seulement à une meilleure qualité de vie et être citoyen à part entière. Si on parle des dernières 60 années qui sont passées, la logique d'intégrer les minorités ou de les respecter dans la région. On a essayé de faire le Liban, supposément pays pour les chrétiens, pour qu'ils peuvent accéder au pouvoir, qu'ils ne soient plus de seconde catégorie. On a vu que ça a donné la guerre, on a eu une situation de paralysie. On critique le fait que les chrétiens s'associent, ou les minorités s'associent entre elles dans une sorte comme le régime d'Al-Baz, ou même l'expérience libanaise d'une partie des chrétiens avec l'association avec l'État d'Israël. Ma question, c'est quoi? C'est, de notre côté, on a un discours, quand il est accueillant, il dit « on vous accepte à Al-Zim » ou des gens d'accueil. On ne veut pas être les Roms du Proche-Orient, on veut être des citoyens à part entière. Donc, devant toutes ces solutions, quelle attitude vous pensez que c'est l'attitude raisonnée d'un chrétien ou d'une communauté chrétienne ou de toute communauté d'une minorité? Comment est-ce qu'on agit? Se libérer des dictatures et avoir un accès plein à la démocratie. Et qu'ils pensent que cela peut être conjugué massivement, ils pensent qu'il peut être conjugué avec un nouveau protagonisme islamique dans la région. Donc, ça correspond à un désir d'émancipation, de promotion. Là, il y a un phénomène important. Nous, les chrétiens, on peut s'opposer à ça, rester liés aux dictatures, parce que nous avons peur de ce nouveau protagonisme musulman. Mais comme ça, nous préparons notre sortie des pays. L'islam est une grande réalité en forte évolution, d'une façon assez contradictoire. La question de l'extrémisme musulman est une question pour les musulmans avant d'être une question pour ceux qui vivent avec. Et il faudrait être fraternel dans cette question, au lieu de toujours pour le chantage, dans l'assimilation du corps entier à un membre malade. À la fin, vous avez envie de dire, mais nous sommes tous extrémistes, allez à l'enfer.
que quand vous vous sentez attaqué comme corps, vous avez une réaction de refus et de autoprotection, d'autopromotion. C'est infernal, il faut détruire ça. Il faut rêver ensemble autre chose. Quand il y a le synode de 2010 des chrétiens d'Orient, moi je le considère l'étoile du matin du printemps arabe. Parce que là, les chrétiens ont dit, nous, on veut être citoyens avec des citoyens. Nous voulons travailler pour les droits de tous les citoyens. Nous voulons participer. On passe de la protection de l'émir à la solidarité avec nos voisins. D'être protégés par les dictateurs à la responsabilité citoyenne, ensemble. C'est ça le grand pari. C'est le grand pari. Les musulmans doivent pouvoir réinterpréter même leurs mots dans une évolution qui doit être endogène, bien que inspirée par toutes les expériences positives ou négatives, par opposition, qui se passent dans le monde. Même l'idée de vie que facilement est satanisée. C'est le mot de la tolérance tout le long du Moyen-Âge qui a permis à la civilisation arabe, musulmane, chrétienne, juive de rester plurielle face à des empires qui étaient exclusifs. L'empire musulman reste inclusif, pas dans la perfection, par rapport à d'autres structures comme le Christian chrétien qui étaient dans l'exclusion. Donc nous avons plutôt besoin de retrouver ces symboles pour pouvoir réinventer un arabisme écuménique, l'arabe comme une koiné. C'est pour cela qu'il faut offrir aux Kurdes une idée de l'arabité, qu'elle soit une maison de l'accueil, de l'hospitalité, de la fraternité. Un Kurde doit être chez lui en pays arabe. Un Arménien est chez lui dans la REP arabe. Un Syriaque est chez lui dans la Jazira arabe. Un Chaldéen, un Assyrien, un Copte, tout ce que vous voulez. Nous sommes chez nous parce que depuis toujours, l'arabité est écuménique et accueillante et pas exclusive. Et si pour un moment, l'arabité a été exclusive, parce qu'elle a essayé de s'aplatir sur la réduction culturelle provoquée par le nationalisme de racines occidentales européennes. On a entendu l'écho de la structure, de la mensonge du régime syrien. Je ne peux pas essayer de répondre à tous et chacun parce que vous êtes aussi dans l'amalgame. Vous m'accusez sur l'Irak. Moi, j'ai gêné 9 jours à l'eau contre l'intervention de l'Occident en Irak. Et j'ai pris des mesures très fortes en 2003 là-dessus. Moi, j'ai écrit des lettres et j'ai pris des positions contre l'intervention armée en Afghanistan. Mais j'ai toujours dit, une chose, ce n'est pas intervenir militairement, et une chose, c'est abandonner un peuple à la torture d'un tyran. Et je veux simplement venir à votre exemple turc, parce que là, la prochaine fois, il vous faudra être plus exact pour ne pas vous exposer à une critique facile. La Turquie, qui a fait le génocide arménien, c'est une Turquie hyper laïciste, hyper sécularisée. C'était la Turquie du pouvoir militaire qui voulait faire la Turquie comme l'Allemagne. Et que c'est par
une patience géologique que les musulmans turcs ont pu se libérer. Et aujourd'hui, ces militaristes qui voulaient faire un push sont en prison, ce qui leur va très bien, hein, et que le peuple turc démocrate et musulman s'est libéré au fur et à mesure de ces fratras idéologiques du militarisme turc hyper nationaliste. Et c'est M. Erdogan qui a fait les grandes ouvertures aux Arméniens. Rien n'est parfait, mais si on mesure d'où il vient, on comprend qu'on a fait des pas en avant énormes. Et c'est les Turcs musulmans qui sont en train de se réconcilier avec les Kurdes. Il y a eu, vous ne le connaissez pas, je vous informe, les écoles de l'organisation Fethullah Gülen, hein, basées sur un effort d'harmonie religieuse parmi les Kurdes, les Turcs pieux, soufis. Hein, ils ont fait des écoles pour les Kurdes au Kurdistan irakien, et c'est par le biais